Mon hypothèse, en fait, c'est que le monde, l'univers dit matériel est en fait plus riche qu'il n'y paraît, c'est-à-dire il a une dimension cachée, seulement une dimension cachée. Si on reste sans dire au niveau de la dimension cachée, c'est peace and love, et c'est très joli, mais ça nous mène où? Ça nous mène à nous faire plaisir, on a rêvé, c'est caché, il y a un monde, tout est relié, tout le monde est content, mais ça ne va pas nous faire avancer en termes scientifiques. Donc, si je veux faire la différence et si je veux vraiment faire avancer la science, il va falloir que je sois plus précis et que je sois opérationnel. Alors, je vais d'abord vous montrer l'idée qui est là derrière. Comme je vous ai dit, les deux mamelles de ma réflexion, et non pas de la France, c'était l'incapacité dans laquelle nous étions à rendre la physique quantique intuitivement satisfaisante, c'est-à-dire conforme je dirais, à notre intuition ou aux exigences aussi du bon sens. Et deuxième chose, notre incapacité à trouver une vraie place pour la conscience dans la réalité. C'est-à-dire quand vous regardez les sciences dures et que vous essayez de savoir, par exemple les neurosciences aujourd'hui, quelle place font-elles à la conscience? Eh bien, le consensus mou de l'époque, et si vous voulez être pris au sérieux et que vous êtes un neuroscientiste, un neuroscientifique, vous avez intérêt à montrer votre carte du parti comme quoi vous êtes bien de la bonne obédience, eh bien, ce qu'on va vous dire, on va vous dire, finalement, à quelque chose de près, c'est la phrase de Marx. L'esprit est un épiphénomène de la matière. C'est-à-dire, vous allez dans la boîte, c'est l'idée de complexité, un truc comme ça. Alors, je ne vais pas en le débat, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, parce que même cette notion de complexité, c'est-à-dire à partir d'une certaine complexité, paf, la conscience va sortir de mon crâne comme le lapin blanc sort du chapeau noir du prestidigitateur qui était vide auparavant, il l'avait montré. Eh bien, cette théorie, par exemple, par la complexité, peut la falsifier. Il se trouve qu'elle est testable. Voilà, je referme la parenthèse. Alors donc, mon idée, c'est qu'en fait, la conscience renvoie à on va dire, une strate de la réalité qui est immatérielle au sens très précis, tout simplement, de répondre à d'autres lois et d'autres caractéristiques que la science. Immatérielle, ça ne veut pas dire que c'est un fantôme qui fait ouh la nuit, ça veut tout simplement dire, de façon opérationnelle, qu'il est différent. C'est comme, je dirais, une chemise rouge est différente d'une chemise jaune. C'est exactement de ce niveau-là. Donc j'envisage qu'il y a deux strates, l'une qui est matérielle, que les physiciens savent à peu près bien décrire, et une autre qui est invisible. Il faudra aussi que j'explique en quoi il est invisible et pourquoi, et qui répond à d'autres caractéristiques. Or, il se trouve, alors je vais faire, malheureusement, je n'ai que deux bras, contrairement au dieu Shiva. Nous avons un hindou ici, peut-être il pourrait m'aider à rejoindre le dieu Shiva. Abracadabra. Non, je vais revenir au bon vieux. Je vais revenir à celui-là pour l'instant. J'ai deux bras. L'un, c'est la matière. L'autre, c'est l'autre strate que je vais appeler, alors la matière, je vais l'appeler le phi comme physique. L'autre strate, je vais l'appeler le psy comme psychique, évidemment. C'est l'idée que j'ai derrière la tête. Ces deux strates, si ces deux strates ne pouvaient pas interférer, qu'est-ce qu'il se passerait? C'est-à-dire, j'ai deux bras, chacun est dans son monde. Eh bien, la fonction sensorimotrice ne pourrait pas exister. Le monde mental serait totalement déconnecté du monde physique et inversement. C'est-à-dire, le monde vivant, conscient, tel que nous le connaissons, nous-mêmes, les animaux, ne pourrait pas exister. Donc, que me dit la fonction sensorimotrice? Elle me dit que sous réserve que mon hypothèse soit juste, je répète bien, il s'agit bien d'une hypothèse, eh bien, sous réserve, dans le cadre de mon hypothèse, je suis obligé d'aboutir à la conclusion, pour faire cadrer avec les faits connus et d'observation courante, que entre la strate du psy et la strate du phi, il y a quelque part quelque chose qui s'enclenche. Donc, ils sont chacun crochus. Vous savez, c'est les atomes crochus. Le bas est crochu, le haut est crochu, et ils peuvent interférer. Donc, j'arrive à un système interférentiel, à un modèle interférentiel, et là, c'est intéressant, parce que la physique va pouvoir me dire quelque chose. Donc, je répète, ça peut interagir, et par exemple, si c'est le bas, le phi qui tire, c'est une interaction de type sensoriel. On me pince quelque part, et je vais finir par sentir que ça me fait mal. Un événement physique qui va
passer dans le niveau psychique. Si c'est le psy qui tire, au bout d'un moment, le phi et le psy, je me mélange pour vérifier si vous écoutez bien. Alors, si c'est le psy qui tire, à ce moment-là, c'est le côté moteur. Je décide de lever dans 3 secondes mon bras et paf, je le fais. Voilà. Alors, donc je suis parti de cette hypothèse-là. Et donc, pour aller plus loin, il va falloir que je caractérise les 2 strates. Si je ne suis pas capable de dire que l'une est bleue et l'autre est verte, et donc on regarde la couleur de quelque chose et on saura dans quel domaine on est, je ne peux pas avancer. Alors, je fais une hypothèse fondamentale qui est... Je vais prendre mes lunettes. Bon, des citations. Donc, la matière est une hypothèse. Bon. Alors, ça, c'est la phrase d'Isaac. Bon, on n'a pas le temps. Alors, une double ambition, c'est ce que je vous ai dit. On va très vite. Je vais même... Voilà, 2 notions fondamentales. La première, c'est la notion d'endocausalité. Et la deuxième, c'est la notion de quantition. Vous avez bien les néologismes. Alors, la première endocausalité, ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai une lecture, quand je vois par exemple un déterminisme, à quoi ça renvoie? Et donc, je vais requalifier, repositionner, relire un déterminisme, je vais dire que c'est une exocausalité. Qu'est-ce que ça veut dire, exocausalité? Eh bien, ça veut dire qu'un objet déterministe suit une loi exogène de causalité. Une loi de causalité qui est exogène, qui lui est extérieure, qui s'impose à lui. Par exemple, si je lâche ce verre plein d'eau, il va tomber, l'eau va se répandre et ainsi de suite. On peut faire l'équation et savoir ce qui va se passer. C'est exogène, c'est-à-dire le verre, on ne lui demande pas son avis, il va subir. S'il tombe, c'est qu'il subit. Il ne peut pas décider de rester en l'air ou d'aller au ciel. Et cette exocausalité, c'est-à-dire tout être qui est subi une loi de causalité extérieure à lui, va se comporter de façon déterministe. Il n'a pas prise sur sa loi de comportement puisqu'elle lui est imposée de l'extérieur. C'est bon? Donc, quand je parlerai d'exocausalité, ça va se traduire phénoménologiquement par du déterminisme. Alors, ça, c'est le phi, la strate de la matière. La strate du psychique, eh bien, elle, c'est l'endocausalité. En fait, endocausalité et exocausalité, ce sont 2 sœurs, 2 cousines. L'une exo, l'autre endo. Donc, endocausalité, vous avez deviné, c'est une loi. Un être endocausal est un être qui est mu par une loi de causalité endogène, from within. C'est lui qui tire les ficelles. Par exemple, alors, endocausalité, en général, c'est partiel. Par exemple, je décide dans 3 secondes de lever mon bras, je le fais. C'est une expression de mon endocausalité. Donc, quand on met endocausalité, ça va se traduire phénoménologiquement en termes d'aléatoire. Donc, endocausalité se traduit par déterminisme, exocausalité. Endocausalité se traduit par aléatoire.